Bien, les étangs, les ansia, le participe neutre pluriel, donc dans, est l'équivalent latin du grec ta onta, et qui a fini par s'imposer, mais tardivement. La forme ea que sunt, ou que sunt, les choses qui sont, ce qui est, quoi, disons, a prévalu jusqu'à ce que existentia finisse par retenir l'attention, en particulier dans les traductions de Denis l'Aréopagite par Jean Scott Rigen. Hein, bon, ce sont des références historiques qu'il est bon de connaître. Hein. Donc ça, c'est pour parler des étangs, des onta comme traduction de ensia, ou ensia comme traduction de onta en latin. Lucia, c'est le participe présent substantivé au féminin singulier du verbe einai, hein, usia, en latin substantia ou essentia. En tout cas, le verbe einai, donc en esse en latin, sein, hein, être, donc est le participe présent substantivé du féminin singulier du verbe einai. Il se traduit par substantia, substance, ou essentia. Vous voyez, il peut y avoir les deux, on va réfléchir là-dessus. Cette double traduction peut être légitimée, mais dans la mesure où essentia dérive du verbe esse et signifie ce qu'est la chose, quod est, ouais, son essence, et le fait qu'elle soit, son existence, l'existentia. Vous vous souvenez que donc l'existentia, c'est le fait de se trouver là. C'est pas l'acte d'être, le fait d'être, d'exister. Le fait d'exister, ce n'est pas l'acte d'être. C'est le résultat d'une sortie qui nous a interrogés jusqu'à présent. Il faudra voir si donc existentia peut se confondre avec l'essai, l'être. Par quoi l'étant est? Par quoi quo en latin? Il y a une distinction à faire entre quod est et quo est que Boès a introduit dans la tradition de pensée médiévale et qui sera reprise en particulier par Thomas d'Aquin. Dans les différentes traductions médiévales de la métaphysique d'Aristote, ousia est traduit systématiquement par substantia. La distinction aristotélicienne entre substance seconde, deutera ousia, par exemple, homme en général, pour désigner tous les étangs qui sont des hommes, et substance première, protéousia, pour désigner cet homme en particulier. Socrate justifie cette traduction et permet de recouper la distinction entre essentia et substantia sans les opposer. Mais, et c'est ici une question qu'il faut soulever, peut-on parler de substantia comme existentia? On peut en parler comme essentia, mais est-ce qu'on peut en parler comme existentia? Telle est la question que nous voulons nous poser. Il n'est nullement question de substantia au sens d'existentia, dans la mesure où existentia désigne, comme je l'ai dit et répété, le fait d'être, c'est-à-dire un état. Il s'agit alors de l'ousia comme étant réalisé en acte, in actu, l'entelecheia, c'est-à-dire l'entéléchie, c'est ce qui est déjà réalisé. L'acte, l'énergeia de l'ousia, la constitue comme individu séparé, chorismon, c'est-à-dire comme ce qui est par soi, kat auto, un ceci, todeti. La substantia
est constitué comme un étant unifié par son propre acte d'être, ce qu'il est, et non un autre. Elle est un acte. Elle est en acte ce qu'elle était en puissance. C'est un peu le sens qu'on peut donner à l'expression to ti en einai, traduite en latin quod, quid, erat, esse, ce qui était être, non Et il s'agit de savoir si l'essence lui donne d'être, en lui donnant d'être ce qu'elle est, cette existence. C'est pourquoi Aristote commence toujours par se poser la question « An sit, est-ce que c'est ?» Car l'essence d'une chose lui donne d'être ce qu'elle est, l'essentia, qui permet de la définir, mais non d'être, et c'est. Saint Thomas va approfondir la doctrine aristotélicienne en montrant que l'étant est composé d'essence et d'être, mais que l'existentia apparaît peu sous sa plume, et elle est tout au plus ici un résultat, un effet, et un effet de plusieurs causes conjuguées et unifiées, que sont les 4 causes qu'Aristote a bien définies, les causes matérielles, formelles, efficientes et finales. Tout ça unifié. L'essence, sans l'être, n'est que cause exemplaire sans efficience. La cause exemplaire de l'aidos platonicien, c'est une idée paradigmatique exemplaire. Mais pas elle est cause exemplaire, mais pas efficiente. Elle ne cause pas à elle seule l'existence de l'étant, au sens d'un résultat. L'étant n'existe pas non plus sans l'être, ou sans être ce qu'il est. Voilà la vérité ici à retenir. L'étant n'existe pas sans l'être, et sans être ce qu'il est. Nous avons ici une distinction entre donc existence, étant, être, essence. Nous verrons que la notion d'existentia prend tout son sens dans le cadre d'une philosophie de l'un qui prend soin de distinguer d'une philosophie de l'être. Exister apparaîtra alors chez saint Thomas comme un effet résultant d'une sortie qui pose l'étant en dehors du non-être, non en dehors de l'un. On verra. Quand Heidegger dit que l'essence du Dasein est d'exister, il se rattache à une structure de pensée énologique, pensée de l'un, donc héritée du néo-platonisme. L'energeia s'identifie alors non pas à un acte d'être, mais à un acte de néantiser. Parce que l'un, c'est une force de rejet de l'être, force d'expulsion, à laquelle l'un se réduit pour nier tout ce qui le nie, encore une fois, pour rejeter tout ce qui s'ajouterait à lui, et n'est pas lui. L'un est un néant qui néantise, dit Heidegger. Un Nicht, le Nicht, Nichtet. Et là, ici, c'est vraiment intéressant de voir comment chez Heidegger, et surtout le deuxième Heidegger, revient sur l'être en tant qu'être, non plus sur, il laisse tomber la réflexion sur l'être du Dasein pour réfléchir sur l'être en tant qu'être, mais cet être, c'est quoi, encore une fois, on va voir que chez lui, l'être, c'est cette force d'expulsion qui se trouve au cœur finalement du Dasein, dans lequel il creuse un vide. Le Dasein se retrouve jeté là, dehors, dans le monde, existant, se trouvant là, dehors, jusqu'à l'épuisement de l'énergie qui
par laquelle il existe, ouais, c'est-à-dire par laquelle il est néantisé, et par laquelle il finit par être néantisé dans la mort, hein, naître pour la mort. Ouais. Il est être pour la mort, condamné à disparaître, pour finalement rendre l'un à son non-être. C'est extraordinaire, parce qu'ici, voyez-vous, donc on peut parler d'un plotinisme inversé, dirais-je, de Heidegger, pour qui justement le monde des étangs, le monde pluriel des étangs est un monde où tout existe, et en particulier l'étang qui existe, qui prend conscience de son néant en étant arraché à lui-même, pour découvrir finalement qu'il est conduit à disparaître dans le non-être, hein, qui est finalement son origine, dans le fond, d'où il sort. Il sort du non-être pour y rentrer finalement. Il est là le temps d'un instant. D'ailleurs, l'instant, justement, c'est un surgissement qui est en même temps un évanouissement. Être là, le temps de disparaître. Apparaître, le temps de disparaître. Finalement, le temps, ce n'est pas la succession chronologique de plusieurs instants, mais c'est un instant qui engloutit tous les instants, si on peut dire. Puisque il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de permanence, de présence permanente. Tout ce qui se présente s'absente en même temps qu'il se présente, dans un instant qui est un gouffre qui s'ouvre. L'expérience ici du néant, de l'action du néant qui néantise. On voit donc en quel sens négatif energeia, l'acte, la force, peut signifier existentia, hein, non pas comme acte d'être, donc, mais comme acte de néantiser. Force, puissance, il faut pas avoir peur de reporter à vouloir vivre, de Schopenhauer, à la volonté de puissance, de Nietzsche. Ce sont des forces. Et c'est une force, n'est-ce pas, qui va. Hein. Nous sommes tous en marche. Nous sommes en marche, nous le savons depuis quelque temps. Je ne sais pas jusqu'à quel temps combien de temps ça va durer. Justement, c'est fait pour ne pas durer. Donc, cette force d'expulsion, hein, c'est de là que résulte cette existence, donc de cet acte de l'un qui nie l'étang qui le nie. Il n'est donc pas un acte d'être constitutif de l'étang. En tant qu'acte d'être, actus essendi, l'être de ce qui est ne projette pas l'étang en dehors, mais le constitue du dedans. Et en ce sens, l'étang est, il n'existe pas. En ce sens, thomiste. Car l'être ne peut sortir de lui-même sans cesser d'être. L'être, s'il sort de lui-même, c'est comme l'un. S'il sortait de lui-même, l'un, ça serait d'être un. Mais enfin, l'un n'a jamais commencé d'être. Tandis que l'être, et l'être non plus d'ailleurs, ne commence pas d'être, s'il l'est. L'énergia peut, sauf s'il part, on verra, évidemment, il faudra distinguer l'être fini de l'étang, de l'étang fini, l'être de l'étang fini. Donc, l'être ne peut pas sortir de lui-même sans cesser d'être. L'énergia peut dès lors prendre un sens positif. Elle ne réduit pas l'existentia à la seule effectivitas, à un fait, à un état, mais à un étant dont l'être insiste et lui donne consistance et actualité. Cet acte d'être, c'est son actualitas. Et donc l'existentia ici peut prendre un sens positif, puisqu'il signifie encore une fois non pas un fait, un état, mais un être qui est vraiment, un étant qui est vraiment, dont l'être ne le fait pas exister, mais au contraire le fait insister, on peut dire, le fonde. Alors le sens du mot existence se rapproche également de celui d'extasis, extase, qui signifie ce qui se tient ou demeure, stasis, à partir, d'un ailleurs. Donc Aristote,
en fait l'usage dans les traités de philosophie naturelle au sens de déperdition d'être, de destruction, d'amoindrissement de tout ce qui se meut. Ainsi, on pourrait dire que l'étang en existant se défait, se corrompt. Corruption et génération. Et afin d'éviter que le changement de ce qui est en mouvement soit compris comme un passage de l'être au non-être, vous vous souvenez, pour Héraclite, le chaud devient non chaud. Donc, s'il s'agit de l'être, l'être devient non-être. Donc, Aristote, donc, disais-je, définit le mouvement comme passage de ce qui est en puissance à ce qui est en acte pour la raison que ce qui est ne saurait se diviser en être et en non-être. Car c'est un axiome absolu, rien ne peut sortir de rien. Ça, c'est vrai pour toute la philosophie. L'énergia est ainsi ce qui donne à la substance, à l'étang, sa consistance et sa permanence en tant qu'acte d'être. Alors que chez Heidegger, c'est un acte de néantiser qui fait prendre conscience au Dasein qu'il est, mais qu'il est pour cesser d'être, quoi, pour disparaître. Donc il n'en va pas de même dans la tradition néoplatonicienne pour laquelle l'étang existe, sort de l'un, en se dispersant dans le multiple. L'étang, dans ce cas, existe, il n'est pas. Pour la philosophie de l'un, toute sortie est négative et négatrice de l'unité de l'un. L'un n'est pas et ne peut ni ne doit être, car l'être en s'ajoutant à lui, encore une fois, en finirait avec la pureté de son unité. Pour la philosophie de l'être, à l'inverse, tout ce qui est ne sort pas l'être de lui-même, car l'être est, il n'existe pas. L'être de ce qui est, par conséquent, est autonome. Et toute la question est de comprendre comment ce qui est un, parce qu'il est, peut être multiple, sans cesser d'être. Existere n'a donc pas le sens d'essai, d'être. Essai, einai, être, signifie être au sens où être ne s'oppose pas au non-être comme l'un au non-un. L'être n'est pas le résultat de la négation du non-être. Il ne vient de nulle part. Il n'existe pas, il ne sort de nulle part. Il est indivisiblement, immuablement, éternellement. Lire le poème de Parménide. La merveille des merveilles est non seulement qu'il y ait de l'être, mais plus profondément que l'être soit. Autrement dit, qu'il n'y ait pas rien. Si on médite un peu sur cela, on attrape le vertige. Je vous souhaite donc à tous d'attraper ce vertige métaphysique. Nous l'avons vu, existere signifie ce qui sort de quelque chose qui le précède. Ce qui existe et ce qui se montre, se présente là dehors, se trouve là, provenant d'ailleurs. Existere suggère un surgissement, une manifestation, une advenue à partir d'un mouvement d'extériorisation. Quelle est la nature de cette extériorisation? Telle est la question. L'existence exprime l'effet d'une cause. La provenance. La provenance renvoie à une antériorité
dont la provenance ne peut renvoyer sans fin à une autre provenance. C'est là où l'anankestenaï d'Aristote prend tout son sens. La division ne peut aller à l'infini, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à un indivisible. L'existéré renvoie donc à l'essai, car être, c'est être indivisible. Plus précisément, être, ce n'est pas pouvoir être divisé. L'être, en effet, ne saurait se diviser, car s'il se divisait, il se diviserait en être et en non-être. Pas d'autre possibilité pour l'être de se diviser autrement. Il ne peut à la fois être et ne pas être. Le principe logique de non-contradiction a un fondement ontologique. L'être n'existe pas. En revanche, pour exister, il faut être. Tel est le sens de l'expression habens esse. L'être qui a l'étant qui a l'être, ayant l'être. L'étant est un existant qui a l'être. Si on tient au mot existant, il l'a reçu d'un autre. Il ne se l'est pas donné. Il l'est reçu. Donc l'étant est, il n'est pas simplement jeté dehors, existant, sans être, sans essence. Donc suspendu dans le néant, insignifiant, si on peut dire. L'étant existe, au sens où exister, c'est être posé hors du non-être. L'étant existe parce qu'il l'est, mais il n'est pas existant sans être. C'est-à-dire suspendu. Donc, dans le néant d'un étant qui sort de nulle part pour entrer dans nulle part finalement, dans la mort. L'étant existe parce qu'il est, mais il n'est pas parce qu'il existe, car il n'est pas l'origine de lui-même. Il ne provient pas de lui-même. Exister est un fait et un effet. Être est un acte et une cause. L'existentia prend ainsi le sens de choses créées, d'un étant qui a reçu l'être d'un autre qui, lui, n'a pas reçu l'être. On remonte donc à un être subsistens per se, l'essai subsistens. Donc, exister, d'accord, si on tient à l'expression, mais exister au sens de recevoir l'être. Ens est habens esse, répète saint Thomas. L'étant est ce qui a l'être. Cette proposition souligne la différence et en même temps l'appartenance de l'étant à l'être. Sans l'être, c'est très simple, l'étant n'existerait pas. Il ne serait pas un étant, c'est-à-dire qu'il ne commencerait pas d'être, au sens de uparkein. Il sortirait de rien. Il sortirait à partir de lui-même. Or, de rien, rien ne peut sortir, avons-nous dit. Et c'est ici que le es gibt heideggerien, vous savez, le es gibt, ça veut dire cela donne, littéralement, et on traduit cette expression par il y a en français. Es gibt exprime le néant de la provenance, puisque es, c'est du neutre, de l'impersonnel, de l'indéterminé. Es, en allemand, est neutre, il ne veut rien dire. Dans la traduction, cela donne, cela signifie rien. D'où la question, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, mais au sens où pas plutôt rien? Cette question chez Heidegger prend donc un sens négatif. D'ailleurs, comme pour toute philosophie de l'un, pour laquelle l'être est de trop. Puisque tout ce qui est de trop pour l'un doit disparaître. L'être donc est donné à l'étant qui existe hors du non-être dès lors qu'il reçoit l'être. Il s'agit bien de l'être de l'étant. L'étant est,
Mais l'être n'existe pas, ce n'est pas un étant. L'être n'existe pas parce qu'il ne sort pas de soi. Sortir de soi pour l'être serait cesser d'être, avons-nous dit. Or, l'être créé est posé en dehors du non-être, par un acte créateur. L'être reçu n'est pas l'être qui donne. Il est l'être donné, reçu. Mais ce don de l'être n'est pas l'être du donateur. Il appartient au donateur en propre. L'acte de donation est un acte transitif. Un être donne à un autre que soit il donne à l'autre d'être un autre être, un étant. Mais il s'agit d'un être qui, lui, ne sait pas donner l'être. Et d'un être qui ne se donne pas. Il n'est pas un étant qui existe comme étant donné. En d'autres termes, l'acte de donation, ici, est un acte de création qui pose, encore une fois, l'étant dans l'être hors du non-être. L'être qui donne l'être à l'étant, lui, ne saurait se donner l'être, puisqu'il est déjà. L'être reçu est un autre que celui qui donne. Il est l'être de l'étant qui désormais existe là, dehors. L'existentia ici peut désigner la totalité de l'étant créé en tant qu'abens esse. Donc là, il faut prendre garde de bien distinguer le don du donateur et du donateur. Parce que l'un en tant qu'un est à la fois le donateur, le don et le donateur. Parce que l'un ne peut se donner s'il se donnait qu'à lui-même. Il serait lui-même son propre don. Et donc le don, ici, suppose un donateur. Il n'y a pas pure donation. Enfin, vous voyez, il faudra revenir sur cette notion de délation, on y reviendra, car elle aura fort à voir avec la notion d'imagination plus qu'avec la notion de création. On verra ça. Alors que l'existéré présente un caractère temporel et muable, l'essai renvoie à ce qui ne passe pas dans ce qui existe. Sans l'être, ce qui existe ne pourrait être un étang. Ça semble être une lapalissade, mais l'étang est où il n'est pas. Ce qui a reçu l'être est rendu actuellement existant. Hoc quod habet esse efficitur actu existens, dit saint Thomas. Ce qui n'est pas actuellement existant n'est pas. Exister exprime dès lors ce qui passe et se trouve dans le temps, mais sans être projeté hors de soi. L'être de ce qui existe, l'être de l'étant, reste présent. Sans l'être, le présent lui-même s'ouvrirait en abîme sur lui-même, comme je vous le disais tout à l'heure. Il n'y aurait pas de succession possible. L'instant ne serait pas tel le point indivisible qui court en donnant l'existence à la ligne du temps, le point qui se déplace. Il serait un trou béant dans lequel tout ce qui apparaît disparaîtrait aussitôt. S'il n'en est pas ainsi, c'est parce que l'être ne peut devenir autre que soi. En existant, l'étant ne cesse pas d'être au moment où il est. Encore une fois, l'être n'existe pas. Il ne sort pas de lui-même. Et c'est pourquoi il maintient l'étant hors du non-être. Tant que l'étant est, l'être maintient l'étant hors du non-être. Ce qui existe se réfère à ce dont il provient, c'est-à-dire à ce à quoi il doit être. L'être est ce qui permet à l'étant d'exister en subsistant en soi. L'existentia demeure rattachée donc à son origine par ce qu'il y a en elle de plus profond.
dans l'existence, c'est-à-dire dans les temps qui existent au sens où il est posé là, c'est dans l'être. Ce qui est le plus profond dans les temps et le plus intime en lui, simplement, c'est son être. Un être reçu. Un être reçu d'un être qui ne se reçoit pas lui-même et qui donne l'être sans se perdre dans le geste d'une donation qui serait sans donateur et sans donataire. Une telle donation réduirait l'essai lui-même à l'existérer, c'est-à-dire confondrait l'être et l'existence en faisant sortir l'être de lui-même par le don de lui-même dans une donation qui serait son propre anéantissement, si vous voulez, sa propre négation. Donc être n'est pas exister. Exister, c'est se trouver là dehors, d'accord, mais en dehors du non-être, posé dans l'être par un acte créateur. L'être, avons-nous dit, n'existe pas car il ne peut sortir de soi sans cesser d'être. L'étant peut exister parce qu'il est aben cessé, parce qu'il a reçu un être pour être ce qu'il est. On peut donc dire de l'étant qu'il est, à condition de ne pas confondre essai et existere. Ici, vous voyez, la notion d'existence, il faudra bien l'isoler par rapport à la notion d'essai. L'étant est littéralement ce qui est en train d'être. Il ne sort pas de rien pour aussitôt s'engouffrer dans le rien. Il est indivisiblement ici et maintenant. Il n'y a pas de sissiparité au cœur de l'étant qui serait séparé de lui-même, sans cesse, dans une division qui n'en finirait jamais et qui s'exprimerait psychologiquement sous cette forme de schizophrénie, de perte de la personnalité, cette personne qui est persona, justement, qui est une, l'identité personnelle. C'est cette rupture terrible, qui ferait qu'on cesserait d'être ce que l'on est à chaque instant. Et non seulement l'essence ici ne précède pas l'existence, mais l'existence ici serait un gouffre dans lequel elle s'anéantirait à chaque instant, ou elle surgirait pour disparaître. Donc, l'étant demeure dans l'être, il est ce qu'était être tout à l'heure, et l'être qu'il sera encore. Tel est le sens de l'expression quod quid erat esse, to tien enain. Être ne peut pas être et ne pas être en même temps. À l'instant où je suis, cet instant est bien un instant réel. Et donc, l'être n'est pas le temps. L'être n'est pas le temps. C'est la thèse de Heidegger ici, je dirais qu'elle doit en prendre un coup. Parce que l'être n'est pas le temps. Et donc, bon, tout cela chez Heidegger, c'est subtil et il faudra y revenir et apporter des précisions qu'il faut. Mais l'être permet en tout cas pour nous ici, à l'étant, d'exister sans sortir de soi, de telle manière que le Wesen, l'essence du Dasein, n'est pas d'exister. L'être est déterminé, certes, par sa finitude, mais il est déterminé par sa finitude grâce à son essence, avec laquelle il reçoit l'être. L'étant résulte d'une causalité efficiente, et non pas seulement d'une causalité exemplaire. L'étant reçoit avec l'être l'essence. C'est par l'essence qu'il est ce qu'il est. Car l'être de l'étant a commencé d'être. Vous vous souvenez du sens du verbe uparkein. C'est parce qu'il est qu'il existe. Il n'existe pas, encore une fois, parce qu'il est. L'être est donné une fois pour toutes et reçu. Mais reçu dans les limites de ce qu'est l'étant, de ce qu'il est, à savoir de son essence. En distinguant donc l'être et ce qui est. L'être de ce qui est. L'être est donné une fois pour toutes. L'étant est ce qu'il est. Mais il ne se réduit pas à son essence. Il n'est pas parce qu'il est ce qu'il est. L'étant est ce qu'il est.
être et essence. Ouais. Il est composé d'être et d'essence, qui se distinguent en lui, mais sans se séparer. Ouais. Ce que Heidegger appelle la différence ontologique entre l'être et l'étant, et la différence entre l'être en tant qu'être et l'étant en tant que pensée. En tant que représentation, vous vous en souvenez. L'étant en tant que pensée n'est pas, certes. Ce n'est pas parce qu'il est ce qu'il est qu'il est. L'essai in intellectu n'est pas l'essai in re. L'essai dans la chose, il faut distinguer l'essai dans la chose et l'essai dans l'intellect. Il n'est que s'il a reçu l'être qui lui permet d'exister ici et maintenant sans cesser d'être et d'être ce qu'il est. Étant composé d'être et d'essence. L'essence et l'être s'unissent dans les temps sans se confondre. Ils se distinguent sans se séparer. La distinction est l'œuvre de l'intellect, on l'a dit. L'intellect distingue en lisant à l'intérieur des choses leur être et leur essence. Ce dont les choses, les êtres, les étangs sont composés. La distinction est donc l'œuvre de l'intellect. Ce qui est distingué intellectuellement demeure uni ontologiquement ou antitativement, ce qui constitue la réalité la plus profonde de l'étant et son être, qui se distingue, pour cette raison d'ailleurs, de l'être d'un autre étant, parce qu'il est fini, comme lui. Oui. Donc, et c'est pourquoi seul l'individu existe, d'ailleurs. Seul l'individu existe. Ce qui est vraiment, réellement, est au cœur des choses, des étangs, leur être propre, qui est hors de l'intellect, qui l'intellige. Oui. L'essai in re n'est pas l'essai in intellectu. Mais cela ne signifie pas que l'être est séparé de l'essence dans les temps. Oui. Il faut donc nuancer ce que dit Jean-Christophe Bardou quand il écrit, je cite, « Une pensée de l'existence implique l'arrachement à l'essence, la reconnaissance d'un plan ontique, c'est-à-dire de l'étant, irréductible à l'essence et à la forme. » Donc ici, l'être n'est pas un universel, un essai commun. Donc une pensée de l'existence implique l'arrachement à l'essence. Il précise bien, mais attention, la reconnaissance d'un plan ontique, irréductible à l'essence et à la forme, ne réduit pas l'être, l'étant uniquement à ce qu'il apparaît. Bon, je n'insiste pas ici parce qu'il faudrait développer davantage. Bon, en conclusion, l'étant existe parce qu'il l'est, mais il n'est pas parce qu'il existe. L'être, en effet, ne peut sortir de soi sans cesser d'être, je vous l'ai dit. Il faut donc distinguer être et exister en ce sens négatif du verbe exister. Exister, c'est se trouver là dehors, hors de l'intellect, et demeurer dans son être, l'être qu'il est. Mais il faut les distinguer sans les séparer, car ils constituent l'étant. L'étant existe au sens ici positif où il est hors du rien, posé dans l'être, mais hors de l'intellect, non par l'intellect. L'existence est ainsi l'être manifesté. Bon, tout ça, pour articuler ces différentes notions, nous l'avons vu, donc être, existence, étant, essence. L'étant est composé d'être et d'essence. L'étant existe au sens positif où il faut affirmer que exister, c'est être posé hors du non-être dans l'être, et distinguer exister au sens négatif, n'est-ce pas, comme ce qui est jeté, projeté hors de soi. Bien. Alors, nous avons mérité une nouvelle pause avant de terminer, d'ici 3/4 d'heure, si vous voulez.
Est-ce que vous avez des questions?